toutes et à tous. Je suis Ivano Ballarini, je suis responsable de la formation des entraîneurs à la Fédération française de basket. Mais aujourd'hui, si vous êtes branché sur cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé par le sujet du jour qui est comment débuter et progresser dans l'arbitrage. Avant de commencer, sachez que cette chaîne YouTube FFVB Formation vous permet de poser des questions en direct que vous pourrez saisir sur le chat YouTube, que vous pourrez revoir cette intervention en replay sur la même chaîne et qu'enfin, vous pourrez télécharger le PowerPoint qui sert de support dans la description de la vidéo. Voilà. Je laisse la parole à mon collègue et ami Bruno Vautier qui va vous expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants d'une carrière d'arbitre. À toi, Bruno. Bonjour à tous et bonjour Ivano. Je tiens à préciser avant de commencer que je partage les mêmes bureaux à la fédération avec Ivano et qu'on a beaucoup d'échanges ensemble très riches entre entraîneurs et formateurs d'entraîneurs, formateurs d'arbitres qui nous apportent énormément les uns les autres. Donc j'incite tout le monde à travailler ensemble, entraîneurs et arbitres, main dans la main pour le bien du basketball. Voilà. Vous allez pouvoir partager, si vous le souhaitez, cette vidéo avec vos amis. Donc, n'hésitez pas à partager le lien avec les personnes qui pourraient être intéressées par celle-ci. Nous allons donc commencer. Je vous rappelle le sujet du jour. Comment débuter et progresser dans l'arbitrage. Nous aurons plusieurs parties dans cette intervention. Une première partie qui concerne l'organisation de l'arbitrage en France. Une deuxième partie qui vous expliquera comment on devient arbitre de basket. Comment on peut évoluer dans l'arbitrage. Je vous donnerai quelques conseils pour progresser. Et j'essaierai de vous dire ce que peut vous apporter l'arbitrage. Donc, la première partie sur la structure de l'arbitrage en France. Il faut savoir que les arbitres font partie d'une équipe d'officiels. Nous avons les 2 ou 3 arbitres selon le niveau, le plus souvent 2 en France et 3 à haut niveau. Mais ils sont accompagnés d'une équipe de OTM, des officiels de table de marque, qui sont 2 habituellement sur la majorité des matchs, le marqueur et le chronométreur, marqueur ou e-marqueur maintenant avec l'informatique, la fédération a évolué. Et vous avez également sur les matchs d'un niveau supérieur, le chronométreur des tirs qui décompte les 24 secondes et l'aide marqueur au plus haut niveau quand il y a des tableaux d'affichage un petit peu compliqués à tenir en live. Nous accompagnent également des statisticiens avec un aboyeur qui explique ce qu'il se passe sur le terrain et un cliqueur. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces fonctions, n'hésitez pas. La porte est grande ouverte pour vous tous. Les effectifs de l'arbitrage en France, dans un premier temps, nous avons en France environ 15 500 arbitres, dont la moitié sont des arbitres officiels et l'autre moitié des arbitres de club, des arbitres qui officient à domicile avec une formation minimale. Vous remarquez sur le graphique ci-dessous que les arbitres clubs représentent donc la moitié des arbitres en France, les arbitres départementaux 35%, les régionaux 12%, en championnat de France nous n'avons que 3% de nos arbitres et seulement 1% pour les arbitres de haut niveau. L'activité de ces arbitres est très différente. Les arbitres qui officient dans leur club font en moyenne 7 à 8 rencontres par an, ce qui correspond à peu près à une rencontre par mois, ce qui est bien sûr une moyenne. Au niveau départemental, les arbitres, pour la plupart, font une rencontre par semaine, environ 27 rencontres dans l'année, tandis que les arbitres régionaux et championnats de France font une quarantaine de matchs, soit à peu près 2 matchs par week-end dans l'ensemble. Pour autant, les arbitres de haut niveau, qui font à peu près le même nombre de matchs, sont eux concernés par une disponibilité qui est beaucoup plus importante, puisqu'ils se doivent d'officier à la fois en semaine, le mardi, le vendredi, et aussi le week-end. Donc il leur faudra trouver un emploi qui leur permette
d'accepter des indisponibilités qui leur permettent d'arbitrer. Donc, sur ces niveaux d'arbitrage en France, on a vu ensemble les chiffres. Vous verrez qu'on a seulement 110 arbitres au haut niveau, 400-500 arbitres au niveau des championnats de France et 13 arbitres internationaux, dont 3 féminines actives actuellement. Il y a la place également pour les arbitres féminins jusqu'au plus haut niveau. Je vous affiche un petit graphique maintenant sur le nombre d'arbitres actifs selon l'âge et vous vous apercevez que la plupart des arbitres ont entre 15 et 16 ans, en tout cas la plus grande partie des arbitres, notamment des arbitres clubs. La difficulté de l'arbitrage en France, c'est que, comme vous pouvez le supposer, par ce graphique, les arbitres ne restent pas arbitres trop longtemps et on a du mal à les fidéliser. Donc ils ont besoin d'être confortés dans leur activité, aidés, supportés pour pouvoir faire une carrière plus longue. Qui encadre les arbitres? Eh bien, les arbitres clubs sont encadrés en principe dans les écoles d'arbitrage au sein de leur club, mais tous les clubs ne disposent pas d'écoles d'arbitrage et ont simplement des formateurs labellisés. Ils ont parfois des bénévoles. Ces bénévoles peuvent avoir une formation, mais ils peuvent aussi être des entraîneurs du club ou autres. Les commissions des officiels départementales encadrent le département. Les commissions régionales des officiels, les arbitres régionaux. La CFO encadre les arbitres nationaux et le HNO, les arbitres de haut niveau. Nous avons également des arbitres internationaux qui sont gérés par la FIBA. Bruno, oui. Il y a une question qui est, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur tous ces termes, sur RTZ, ERO, CTO? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, bien sûr. Les initiales qui sont apportées sur ce graphique sont les initiales de personnes qui sont des professionnels de l'arbitrage. Les RTZ sont des responsables techniques de zone, des formateurs de la fédération. Ils sont arbitres professionnels et consacrent la moitié de leur temps à la formation des arbitres et des formateurs. Nous avons également des CTO qui sont des conseillers techniques des officiels, c'est ceux que vous voyez en noir sur la photo, qui sont les représentants de la fédération et des ligues de l'arbitrage et qui prennent en charge la formation des arbitres dans toutes les structures. Ils sont parfois accompagnés de CTA, qui sont des conseillers techniques d'arbitrage embauchés par les comités départementaux. Les étapes d'une carrière d'arbitre. Nous avons donc l'arbitre club qui va faire sa formation au sein de son club, soit avec les cadres de son club, soit au moyen d'une formation e-learning, c'est-à-dire que pour les adultes, il y a la possibilité de se connecter sur le site de formation de la fédération, sportif.com, qui propose des formations en ligne et qui permet de valider à distance la formation théorique minimale de l'arbitre club. L'examen d'arbitre départemental est exigé pour devenir un arbitre officiel et être désigné sur les rencontres. Vous avez ensuite les années de formation pour les stagiaires fédéraux. Ces arbitres stagiaires fédéraux sont accompagnés par leur CTO et participent à une année de formation à l'issue de laquelle, s'ils donnent satisfaction sur le championnat de France, ils vont pouvoir être validés à ce niveau. Pour devenir arbitre national et arbitrer à partir de la nationale 2 masculine, vous passez un concours d'arbitre national
Ce concours est organisé par la fédération à l'occasion d'un stage. Ensuite, on vous offre la possibilité d'accéder au haut niveau. C'est avec les meilleurs arbitres du niveau de championnat de France, et ces arbitres sont convoqués à un stage avec les meilleurs espoirs nationaux et la meilleure féminine nationale, et ils pourront, en fonction de leur classement sur ce stage, accéder au niveau du championnat professionnel. Vous avez également les arbitres internationaux qui vont passer un examen FIBA qui se passe en anglais et sur lequel il y a plusieurs stages de préparation préalable. Passons maintenant à l'accompagnement de nos arbitres. Nos arbitres peuvent participer à des groupes de potentiels régionaux, encadrés le plus souvent par des arbitres de championnat de France ou par leur CTO. Ces groupes potentiels sont organisés autour de petites sessions de travail particuliers qui vont les aider à progresser plus vite. Mais la fédération favorise aussi l'arbitrage féminin, avec des places réservées en stage, avec des stages spécifiques pour les arbitres féminins et des accès possibles à l'arbitrage de compétitions féminines un petit peu plus rapidement. Par contre, il n'y a aucune objection à ce que les féminines arbitrent les hommes. Par contre, il faut qu'elles soient au niveau. Bruno, j'ai déjà quelques questions. Oui, Ivano ? J'ai déjà quelques questions. On me demande à quel âge peut-on proposer un candidat à l'examen d'arbitre départemental ? L'examen arbitre départemental peut être passé à partir de 15 ans. Si on veut arbitrer plus tôt, il faut arbitrer en tant qu'arbitre club au sein de son club, et on fait toujours attention à ce que les arbitres, et ça devrait être une règle partout, n'officient pas des jeunes ou des adultes plus âgés qu'eux-mêmes. Donc on a un véritable souhait là-dessus, on a besoin de protéger nos arbitres, et si on ne veut pas les décourager, il ne faut pas les lancer trop vite dans des situations difficiles. Je continue avec Attends, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Pour ceux qui veulent aller vers le haut niveau, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier? Est-ce qu'il y a une filière particulière? Oui, tout à fait. Dès que les arbitres rentrent dans le championnat de France, ils ont la possibilité de participer à des stages nationaux de détection et de perfectionnement. Ce sont des stages qui sont ouverts à des arbitres détectés lors de compétitions comme les TIL, mais aussi à tous les arbitres volontaires qui souhaiteraient intégrer ces stages pour se perfectionner. Nous avons 6 stages organisés en principe sur 3 saisons. La première saison, des stages de détection de zone et un stage de mécanique d'arbitrage spécialisé, ce sont toujours des stages à thème. La saison 2, un stage sur les techniques individuelles on va travailler sur la technique de joueur et l'arbitrage de ces techniques de joueurs. Et ensuite, un deuxième stage sur la même année avec des entraîneurs comme Ivano d'ailleurs, ou d'autres entraîneurs nationaux qui viennent expliquer à nos arbitres les stratégies des équipes. Et on va essayer de bien comprendre les stratégies et de les arbitrer le mieux possible en comprenant bien ce qui est recherché. La saison suivante, on propose des stages de gestion pour apprendre à bien gérer les entraîneurs, les joueurs, bien communiquer avec eux. Et ça débouche sur le fameux stage d'accession à chaîne pour les tout meilleurs qui tenteront leur chance pour le haut niveau. J'ai encore une question, Bruno. Comment débute-t-on une carrière d'arbitre? Comment ça se passe au tout début? Bien, pour devenir arbitre, l'idéal, c'est de commencer à l'entraînement. J'ai moi-même, dans ma carrière d'entraîneur, j'ai entraîné un certain nombre de jeunes
Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter, de leur donner le sifflet à la fin de chaque entraînement sur des situations jouées. Et je peux vous dire que beaucoup d'entre eux y ont trouvé beaucoup de plaisir et finissaient même par se battre pour prendre le sifflet ou tenir la table de marque ou le chrono. Chacun avait ses préférences. Et à l'issue de tout ça, j'ai eu beaucoup d'arbitres qui ont souhaité intégrer l'école d'arbitrage de mon club. L'école d'arbitrage, c'est bien entendu le lieu privilégié pour apprendre les règles, apprendre la technique. Et pour cela, j'incite tous les clubs, parce que tous les clubs n'en ont pas, à en créer une. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir des vrais formateurs d'arbitres. On veut juste des gens qui sont motivés pour aider les jeunes à former, pour aider les jeunes à devenir arbitres. On donne à ce titre à chaque club qui veut utiliser une mallette pour aider à la formation des arbitres, un petit carnet pour les formateurs d'arbitres qui ne sont pas spécialistes. Bien entendu, suit les premiers matchs le week-end qu'on souhaite voir avec des jeunes arbitres accompagnés par un arbitre plus expérimenté ou encadrés sur les bords du terrain par un dirigeant bienveillant qui va prendre soin de réguler les réactions quelquefois excessives du public et éventuellement qui va pouvoir le conseiller quand il arbitrera des jeunes qui sont un peu plus jeunes que lui. Ensuite, vous avez donc toute la formation en ligne, la formation au sein du club pour terminer cette formation d'arbitre club. Donc l'arbitre club, comme je l'ai dit jusqu'ici, il officie au sein de son club, il n'est pas rémunéré, mais il officie dans des bonnes conditions, bien encadrées, et c'est ces périodes-là qui doivent lui donner le goût et l'envie de devenir arbitre officiel. Il faut forcément être inscrit au club et s'inscrire en formation, suivre la formation avec le petit cahier qui est fourni à chacun des arbitres par le club. Et pour les adultes qui souhaitent aller un petit peu plus vite, ils peuvent s'inscrire sur la formation en ligne. Vous voyez le lien qui sera sur le PowerPoint déposé sur notre chaîne YouTube Formation FFBB. Une fois qu'on a fait cette formation, eh ben, pour être validé arbitre club, il faut arbitrer 5 matchs officiels à domicile. Et ensuite, le club pourra vous désigner à chaque fois qu'il manquera d'arbitre sur les rencontres en toute confiance. L'étape suivante, c'est devenir un arbitre officiel. Un arbitre officiel, c'est d'abord l'arbitre départemental. L'arbitre départemental est désigné par une structure, on appelle par un répartiteur, par le comité départemental, et il est envoyé pour officier des rencontres comme arbitre neutre dans des clubs voisins au départ, voire dans tout le département par la suite. Pour devenir arbitre départemental, il faut s'inscrire, il faut se former et bien entendu avoir une certaine expérience. Et pendant l'année de formation de stagiaire départemental, vous aurez l'occasion d'officier avec des arbitres plus expérimentés qui vont vous accompagner, voire quelquefois vous transporter si vous n'avez pas moyen de locomotion et qu'on peut arranger ça, sur des rencontres à l'extérieur. Bien entendu, pour valider cette formation et devenir un arbitre officiel, il faut passer un examen. Alors Bruno, il y a des questions justement sur le contenu des examens, aussi bien départemental que régional. Est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus? Ok. Alors, l'examen départemental, qu'on appelle EAD chez nous, il se fait il y a 5 éléments. Il y a d'une part une formation obligatoire sur toutes les règles à faire en ligne sur son ordinateur, quand on le souhaite, à domicile, à la maison. À la suite de cette formation qu'il faut compléter, il faut faire des quiz, des petits questionnaires, des fois des questionnaires vidéo, auxquels il faut avoir 12 de moyenne pour pouvoir valider la formation. Mais on peut recommencer plusieurs fois.
Ensuite, on est préparé à la connaissance des règles et donc on va avoir un oral au cours duquel il faudra expliquer une règle particulière, mais une règle courante, une des règles de base, de façon à ce que vous puissiez l'expliquer à un entraîneur ou à un joueur sur le terrain, et un questionnaire de 20 questions sur des règles principales que vous allez rencontrer régulièrement quand vous allez arbitrer au niveau départemental. Bien entendu, ça se termine par un examen qui est un match évalué. Il y a quelqu'un qui va se déplacer, on appelle ça un observateur, et il va vous donner des conseils. Et si la rencontre est suffisamment bien arbitrée, sans trop d'erreurs, avec des gestes corrects, et puis un placement satisfaisant sur le terrain, vous pourrez être lancé définitivement et recevoir votre diplôme d'arbitre départemental. Pour l'arbitre régional, Ivano, aujourd'hui, la fédération est en train de finaliser une formation qui va être uniformisée, mais à ce jour, cette formation est organisée par les ligues régionales de façon indépendante, mais elle fera largement place au niveau, dans notre future formation, on aura beaucoup de place pour le travail vidéo et puis également pour la gestion et la communication. Alors, pour devenir arbitre, j'imagine que vous devez vous poser la question à qui vous devez vous adresser. Alors, votre entraîneur, c'est peut-être vers qui vous envoyez. Bien entendu, si vous avez une école d'arbitrage dans votre club, c'est auprès de l'école d'arbitrage qu'il faut vous adresser et demander éventuellement à vos dirigeants. Si jamais les gens ne savent pas comment vous informer pour passer l'examen départemental, vous pouvez prendre des initiatives par vous-même et contacter le comité départemental. Alors pour le trouver, vous trouverez le lien ici sur le site internet de la fédération. Il suffira de renseigner à droite la fenêtre qui s'ouvrira pour mettre le comité dans lequel vous vous situez, donc le département dans lequel vous vous trouvez, et vont apparaître le numéro de téléphone et l'email du comité départemental. Vous avez toutefois à votre disposition à la fédération une adresse générique à laquelle vous pouvez vous adresser en dernier recours, arbitre départemental ffbb.com. Arnaud, j'ai une question. Lorsqu'on a été joueur pendant 5, 10, 15 ans, est-ce qu'il y a une passerelle un peu plus rapide si on veut devenir arbitre? Oui, Ivano, nous proposons à la fédération ce qu'on appelle les allègements de formation, qui sont à peu près un équivalent des VAE, des validations d'acquis d'expérience. Vous voyez ici un ancien joueur de Pro B qui s'est lancé dans l'arbitrage et qui aujourd'hui officie en première division. Alors on propose pour les entraîneurs d'un certain niveau, pour les arbitres scolaires qui ont fait des finales nationales, et puis pour les joueurs de pré-national ou d'un niveau supérieur, d'intégrer une formation qui va être réduite et qui leur permettra en très peu de temps d'arriver au niveau régional et de se lancer dans une carrière d'arbitre. D'autres questions, Ivano ? Alors, je continue. Ivano ? Oui, donc je compte. Oui, pardon. Je vous ai perdu un peu là, j'ai plus de connexion là. Ok, bon ben, du coup je vais poursuivre. Donc, on peut parler maintenant de l'évolution dans l'arbitrage. Dans l'arbitrage, ben, les meilleurs arbitres de chaque division, en général, sont repérés. On envoie souvent des observateurs, malheureusement pas suffisamment au niveau départemental, puisqu'on n'en dispose pas suffisamment. Et quand on sait qu'on a des arbitres qui sont d'un certain niveau, ou qui réussissent plutôt bien, ou qui montrent un certain potentiel, on essaie de les aider à passer des échelons supérieurs et leur proposer des formations.
On a également, comme on l'a vu tout à l'heure, une filière féminine pour accompagner les arbitres féminins. Le parcours dans l'arbitrage, c'est un long parcours. Vous l'avez vu tout à l'heure, entre l'arbitre club et l'arbitre international, il y a de multiples échelons et il faut les passer les uns après les autres, ce qui n'est pas toujours aisé. Et vous avez, ce qui est très important, c'est de ne pas baisser les bras et surtout de résister aux difficultés du départ. On a énormément d'arbitres qui arrêtent la première ou la deuxième année. Et alors que ceux qui tiennent le coup et puis qui arrivent à progresser et à trouver de l'aide auprès de leurs formateurs, qui s'intéressent à comment faire pour être meilleurs, tout cela réussissent à rester arbitres beaucoup plus longtemps et font souvent une longue carrière. Pour cela, une difficulté souvent, c'est de gérer ses indisponibilités. On sait qu'il y a un certain nombre de jeunes arbitres qui sont également joueurs ou qui sont quelquefois entraîneurs. Sachez qu'on prend en compte le planning de joueurs ou d'entraîneurs et qu'on peut désigner les arbitres les jours où ils n'arbitrent pas et les jours où ils sont disponibles. La fédération va faire de plus en plus d'efforts pour permettre aux gens de pouvoir officier, peut-être pas tous les week-ends, et il ne faut pas que vous soyez effrayés par ça, il faut que vous déclariez simplement quand vous êtes disposé pour arbitrer ou pas. Nous avons des exigences pour tous les niveaux. Au tout départ, l'arbitre départemental devra avoir une licence, passer son certificat médical tous les ans, faire un stage de début de saison, et puis il faudra qu'il soit un minimum disponible. On va demander ensuite des tests physiques pour les arbitres d'un niveau supérieur et de faire des quiz de règlement de jeu et de prouver qu'ils maintiennent à jour leurs connaissances. Et puis, ça viendra de plus en plus fréquent, tous les mois pour les arbitres de championnat de France, avec quelquefois une réunion obligatoire en cours de saison et des stages proposés. Les arbitres de haut niveau, quant à eux, ont une activité très importante. Ils doivent voir leurs vidéos tous les week-ends, faire un compte-rendu après chaque match et l'envoyer. Envoyer des clips également sur des situations particulières qu'ils ont rencontrées et travailler également leur physique, leurs conditions physiques et leur anglais parce que c'est important de pouvoir avoir quelques mots avec les joueurs étrangers ou de comprendre quelquefois ce qu'ils peuvent vous dire. Ça facilite beaucoup la communication, même si en France, officiellement, on devrait parler français. Si on veut faire une grande carrière, on sera obligé de parler anglais. Donc, pour tous les candidats, surtout, ne tardez pas, commencez à travailler, à vous exprimer en anglais, à connaître le vocabulaire du basket. Bruno, oui, j'ai quelques questions. Il y a pas mal de questions sur la situation actuelle, évidemment, sur tout ce qui est évidemment très, très perturbé par le conflit. Pas mal de questions qui disent comment vont se dérouler les examens? Est-ce que les tournois vont avoir lieu? Les tournois de sélection? Alors, j'ai déjà répondu sur le chat. Comment ça va s'organiser tout ça dans cette fin de saison et en début de saison prochaine? Ok, ben vous savez bien que tous les stages ont dû être annulés à cause du confinement. Pour autant, tous les gens qui ont commencé des formations en début de saison et qui n'ont pas pu la finir, toutes ces personnes auront la possibilité de terminer leur formation au cours de la saison prochaine. La plupart des formations en France, on peut la faire sur plusieurs saisons. Les arbitres départementaux, les arbitres clubs, surtout ne vous inquiétez pas. S'il vous manque quelques épreuves, vous les ferez en début de saison prochaine. Les arbitres championnat de France qui n'ont pas pu être observés sur les derniers matchs, vous pourrez être observés en début de saison prochaine. C'est la même chose pour les officiels de table de marque qui devaient passer des examens. Donc, on va s'adapter. On réfléchit actuellement au stage de début de saison. Va-t-on les maintenir sur site? Va-t-on se rapprocher? Va-t-on proposer des choses en e-learning, en conférence vidéo? Tout ça, c'est encore à définir pour les semaines qui viennent.
D'accord. J'ai encore une question, deux questions. Une question qui est posée pour savoir comment on fait quand on change de région. Qu'est-ce qui se passe quand on change de région? Alors, quand on change de région, on garde toujours son niveau dans la région dans laquelle on va arriver. Ce qu'il faut simplement faire, si on change de comité, il faut demander à son comité départemental de prévenir le comité dans lequel vous allez arriver en lui donnant vos coordonnées de façon à ce qu'il puisse assurer le transfert. Il appelle simplement, il va envoyer un mail au comité voisin en disant voilà, tu as tel arbitre, voilà ses coordonnées, qui va arriver dans ton département, il est de tel niveau, merci de le prendre en charge, et le nouveau comité ou la nouvelle région va vous contacter ou vous allez la contacter de votre côté également pour prendre ce premier contact. Il en est de même pour tous les championnats, même en championnat de France. Vous changez, vous allez de Toulouse jusqu'à Nantes. La personne qui arrive à Nantes, elle signale à la CFO. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de sigles, mais c'est les commissions qui vous gèrent. Donc on écrit à la commission qui nous gère et elle organise votre changement. Bien sûr, n'oubliez pas de donner vos coordonnées. Une autre question, Evano? Oui, j'ai encore une double question. Il y a des questions qui tournent autour de l'abandon de certains jeunes arbitres et des conseils qu'on pourrait leur donner pour ne pas partir, rester dans l'arbitrage et pour éventuellement progresser. Alors, oui, on a une difficulté. On a à peu près un arbitre sur deux qui arrête dans les 2 ans. Donc, ça, c'est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de difficile. Et c'est pas propre au basket, c'est propre à tous les sports. Euh, D'abord, il faut pas se décourager. Et surtout, il faut s'entourer et poser des questions autour de soi. C'est-à-dire, quand on a des difficultés, on peut prendre son téléphone ou appeler un autre arbitre du club qui est peut-être plus expérimenté, lui expliquer, il faut jamais avoir honte. Tout le monde est passé par là, on a tous eu des difficultés. Et de demander conseil, c'est très important. L'autre chose que je souhaite dire, c'est que c'est de la responsabilité de tous les dirigeants de club de soigner leurs jeunes arbitres et de les préserver. Et pour ça, chacun est responsable de lutter contre les incivilités qui peuvent se développer dans les clubs. On a trop d'arbitres qui sont écœurés par l'attitude de certains spectateurs le plus souvent, quelquefois d'entraîneurs ou de joueurs, mais le plus souvent, ce qui nous est rapporté, c'est que les jeunes ont du mal à supporter ça. Donc, merci à tous les dirigeants de club, aux entraîneurs, à insister sur ce respect de façon à permettre à nos jeunes arbitres de continuer. De notre côté, nous allons, c'est un de nos objectifs, tâcher de développer des ressources qui vont être accessibles en ligne pour nos formateurs et pour nos jeunes arbitres, pour essayer de leur apprendre comment se comporter quand on a certaines difficultés. D'accord. Bien, ben, je vais passer au point suivant. Donc, je voulais donner donc, des conseils pour progresser. Le premier conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de prendre du plaisir et de chercher à donner du plaisir dans l'arbitrage. Donner du plaisir, pour moi, c'est fondamental. C'est la notion principale pour moi de cette activité. C'est-à-dire qu'on arbitre pour permettre une rencontre à des joueurs de se faire plaisir sur le terrain et d'avoir un affrontement loyal et bien contrôlé par les arbitres sur lequel ils vont pouvoir s'exprimer sans que le jeu soit haché. Donc, tout arbitre devrait toujours garder ça en tête. Il doit avoir plaisir, prendre plaisir à donner du plaisir aux acteurs et aux spectateurs dans la pratique du sport. Ensuite, le deuxième conseil, bien sûr, c'est continuer à se former. Bien sûr, apprendre les règles pour ne pas se tromper, mais également perfectionner son jugement. Moins on fait d'erreurs, moins on est critiqué. Et on a des quiz en ligne qui sont proposés pour ajuster son jugement et pour se corriger. Très important, à mon sens, c'est continuer à jouer ou à
fréquenter les salles de sport en dehors des rencontres, c'est-à-dire aller aux entraînements, y participer, voir comment les entraîneurs, ce qu'ils apprennent aux joueurs et également arbitrer les petites séquences de jeu qui peuvent avoir lieu pendant les entraînements. Un autre point, c'est essayer de se mettre à la place des arbitres quand on regarde une rencontre, soit à la télévision, soit en direct. Et non pas de critiquer, mais de se dire comment j'aurais fait à sa place? Est-ce que j'aurais pris la même décision? Est-ce que j'aurais eu la même attitude? Ah, si ça m'arrivait, comment je ferais? Et en étant actif mentalement dans tous les matchs auxquels on assiste, on fait beaucoup de progrès et surtout, il faut échanger avec ses partenaires, éventuellement aussi avec les entraîneurs et s'intéresser à l'expérience des autres et en bénéficier soi-même. Il faut avoir en tête de vouloir progresser pour avoir des satisfactions, lutter contre la routine et compter sur soi et faire des efforts soi-même et pas attendre que les autres vous disent ce qu'il faut faire. Regardez bien ce qui se passe autour de vous, écoutez les conseils, faites-en la synthèse, prenez ce qui peut vous concerner et appliquez-le. Se remettre en question, c'est fondamental. Après chaque match, il faut y réfléchir, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis enfin, ne pas baisser les bras. Je vous montre ici un arbitre qui est un de nos meilleurs arbitres français, Johan Rosso. On en a un autre, Eddie Viator, qui a arbitré une finale de Jeux Olympiques. Johan, la finale de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde, eh ben, ces deux arbitres, ces deux meilleurs arbitres français, deux de nos meilleurs arbitres français, ils ont été recalés à un certain moment de leur carrière et ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué, ils ont travaillé pour progresser et ils sont arrivés au plus haut niveau qu'ils puissent. Ensuite, je viens au bilan. Je pense sincèrement, et c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma carrière d'arbitre, puisque j'ai été arbitre international en mon temps, qu'il faut toujours faire son bilan après chaque match et noter les choses qui ont été bien faites pour pouvoir se souvenir de nos forces et les entretenir. Et également, noter les choses que l'on veut améliorer. Pas beaucoup, 1, 2, 3 maximum. Et on relit régulièrement ce que l'on a écrit pour se dire est-ce que j'ai avancé sur le sujet ou pas? Et on a les satisfactions de constater qu'on a fait des progrès et ça nous rappelle qu'on a des choses qu'on doit améliorer depuis un certain temps et sur lesquelles il faut qu'on continue à travailler. Et enfin, en cas de problème, on ne dit pas là là, malheureusement, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Mais on se dit, si ça m'arrive encore demain, quelle stratégie je vais faire? Comment je vais m'y prendre pour mieux m'en sortir? Ça ne sera peut-être pas la solution, mais j'aurai préparé une solution pour la prochaine fois. Et plus on écrit les choses, plus c'est facile à relire. Si on ne fait qu'y penser, ça n'est pas suffisant. Bruno, quelques questions beaucoup de questions sur les incivilités. Comment faire pour protéger les jeunes arbitres des incivilités? Bon, tu as déjà un peu répondu à la question. Et comment faire pour qu'ils ne soient pas découragés justement face à des insultes ou à des choses comme ça de la part du public la plupart du temps? Moi, je pense que dans chaque club, on devrait avoir un responsable chargé, non pas responsable de salle, mais des civilités, du respect des arbitres sur le terrain. Ça, c'est fondamental. Des personnes qui sachent parler simplement, qui sachent dire, ben voilà, pourquoi, enfin, qui puissent intervenir auprès des personnes qui peuvent être agressives et leur faire prendre conscience qu'ils ont en face d'eux des jeunes qui essaient de prendre des responsabilités, qui ont le courage de venir sur le terrain, qui se forment, qui donnent de leur temps et il faut aider ces jeunes. Ensuite, il faut les aider à côté du terrain. Et
ça aussi, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, nous, on va essayer de développer des ressources pour pouvoir les aider dans les prochains mois. Enfin une autre question, c'est que finalement, quand on voit un jeune arbitre, qu'est-ce qu'on peut lui dire en termes d'apport? Qu'est-ce que l'arbitrage peut lui apporter? Ah, bah, j'avais préparé quelques slides là-dessus. Oui, ben voilà. Euh, D'abord, ça peut lui donner une passion qui donne du piment dans la vie et qui donne envie de travailler, de progresser. Ça peut lui donner l'occasion de prendre des décisions, d'assumer des responsabilités qui vont aussi lui être utiles dans la vie. J'entends par là que on est souvent hésitant pour faire certaines choses et dans l'arbitrage, on n'a pas le temps. Il faut qu'on prenne une décision tout de suite et il faut se préparer à prendre des décisions. Et ça sera très utile aux gens au cours de leur vie. On apprend à contrôler son stress, ce qui n'est pas évident. Et puis, dans une autre catégorie, on peut avoir le plaisir de jouer un rôle dans le basket. Quelquefois, on ne peut pas être un joueur d'un très haut niveau, mais on peut devenir un bon arbitre et éventuellement rencontrer des joueurs d'un plus haut niveau et participer à des compétitions très intéressantes. Ça peut aussi permettre de gagner un petit peu d'argent, surtout pour les jeunes, mais pas seulement. Et puis on apprend à gérer ses relations, à se maîtriser, à gérer ses relations avec les autres. D'autres atouts, voyager. Ça permet de rencontrer des gens, de se déplacer dans des endroits où on ne serait jamais allé euh, et se faire un réseau de copains avec qui on va échanger sur une passion commune. Enfin, on a parlé tout à l'heure du plaisir d'offrir un bon arbitrage. On a beaucoup de joueurs, d'anciens entraîneurs qui ont vécu des frustrations et qui se disent, bah tiens, moi, maintenant que j'ai fini ma carrière de joueur, je vais me mettre au service du basket et je vais essayer de faire en sorte que les gens prennent du plaisir en jouant et qu'ils aient un arbitrage qui soit agréable et qui corresponde aux besoins du jeu. Relever des défis, c'est aussi quelque chose qui est passionnant. Tous les arbitres jusqu'au plus haut niveau rencontrent des défis toutes les semaines et ils sont amenés à les relever et à se remettre en cause régulièrement et à progresser. J'ai noté étoffer son CV parce que quand on veut postuler sur un emploi, eh ben, il ne faut jamais oublier de préciser qu'on est arbitre avec toutes les qualités qu'on a pu obtenir d'engagement, de prise de décision, d'investissement, d'assumer ses responsabilités. Et tout ça, ça peut être très positif dans un recrutement. Et puis enfin, eh ben, ça peut être réaliser son rêve. Et réaliser un rêve, il n'y a rien de plus beau. Voilà. Oui, j'ai encore une question qui est verra-t-on un jour 3 arbitres sur le terrain dans d'autres niveaux que les niveaux professionnels? Honnêtement, je ne pense pas. Peut-être en NMA à long terme, mais pour le moment, ça coûte trop cher de déplacer plusieurs arbitres, d'indemniser les arbitres, et on n'a pas suffisamment d'arbitres pour couvrir aujourd'hui avec 3 arbitres toutes les compétitions, ou tout au moins un certain nombre de compétitions comme le championnat de France. Alors bien sûr, c'est intéressant, mais le jour où on aura davantage de vocation, où on aidera davantage nos arbitres, les aidera à prendre confiance, et bah, ce jour-là, peut-être qu'on pourra envisager un arbitrage à 3 dans les autres divisions. D'accord. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Je voulais juste rajouter que pour les entraîneurs, la formation d'arbitre, c'est
aussi intéressant parce qu'on voit le jeu sous un autre angle. Et c'est aussi utile de bien savoir arbitrer quand on est entraîneur parce qu'on arbitre les matchs à l'entraînement, les matchs qu'on fait pour progresser. Et les joueurs aiment être bien arbitrés aussi à l'entraînement. Donc c'est une formation qui est très intéressante. Et c'est aussi une formation intéressante parce que lorsqu'on arbitre, on se met dans un autre état d'esprit que celui qu'on a quand voilà, je voulais donc remercier, vous remercier tous de d'avoir regardé cette intervention. Sachez que vous pouvez donc revoir cette intervention en replay sur la chaîne YouTube et que vous pouvez télécharger le PowerPoint dans la description de la vidéo. Je vous remercie toutes et tous et restez chez vous, bien entendu. Et à très bientôt pour une autre intervention. Au revoir et à bientôt.